Vous écoutez Chronique Noire. Ici Sam. Le 10 octobre dernier, on s'enfonçait dans les ténèbres de l'assassin qui est en moi. Un voyage en première classe pour la folie ordinaire, signé Jim Thompson. Je vous avais prévenu, quand on regarde trop longtemps le monstre, il finit par vous reconnaître. Ce soir, on reprend la route, ou plutôt les rails. Le wagon tangue, la pluie tapote la vitre, et deux inconnus s'observent entre deux gorgées d'alcool. L'un rêve d'une vie rangée, l'autre n'a jamais rien su ranger, surtout pas ses pulsions. Il suffira d'un mot, d'un sourire tordu, pour que le destin change de voie. L'histoire qui nous attend, c'est celle d'un marché passé dans l'ombre, d'un pacte scellé dans le vacarme des rails. Une idée simple, trop simple, échanger des meurtres, pas de mobile, pas de lien, juste le hasard ou le diable qui s'invite pour partager la note. Bienvenue à bord du Nord Express, direction les abîmes de la psyché humaine. Ce soir, Patricia Highsmith prend les commandes, et croyez-moi, elle ne connaît pas la marche arrière. L'inconnu du Nord Express 1950, premier coup de feu de Patricia Highsmith, un roman qui sent le cuir des banquettes de train et le whisky bon marché. Tout commence là, dans un compartiment, entre un architecte bien peigné et un oisif en costume clair. Deux inconnus, deux destins et une idée qui claque comme une détonation. Et si chacun tuait pour l'autre? Ce n'est pas un simple polar, c'est une descente en pente douce vers la schizophrénie morale. Patricia Highsmith, à l'époque, n'a pas encore écrit Mr. Ripley, mais elle a déjà le scalpel en main, celui qui tranche dans la chair des âmes trop propres. Guy Haynes, l'homme raisonnable, celui qui dessine des maisons bien alignées. Bruno, son reflet brisé, l'enfant gâté du désespoir. Deux faces d'une même pièce, lancées sur les rails d'un destin verrouillé. On pourrait croire à un roman de gare, sauf qu'ici, la gare, c'est le purgatoire. Les wagons roulent vers un lieu qu'on ne nomme jamais, mais tout le monde sait où ça mène. Droit dans le mur. Et Highsmith, comme une aiguille d'aiguilleuse infernale, tire les ficelles de ce cauchemar mécanique avec une précision clinique. L'Amérique de 1950, celle qui se relève de la guerre, rêve de normalité. Mais derrière les façades repeintes et les pelouses parfaites, la paranoïa fait déjà son nid. Highsmith le sent, le renifle et nous colle le nez dedans. Sous les bonnes manières, il y a toujours une envie de meurtre qui roupille. Voilà le décor. Un train qui file vers nulle part, deux âmes en transit et une autrice qui joue à Dieu avec la morale. L'inconnu du Nord Express n'est pas une enquête, c'est une expérience, un miroir tendu au lecteur pour qu'il voie ce qu'il n'a pas envie de voir, le mal. Ça commence souvent par un sourire poli. Dans le roman, tout se joue en silence, entre deux respirations. Guy Haynes, architecte, a tout pour lui. Un avenir brillant, une nouvelle fiancée, la promesse d'un monde bien rangé. Mais il traîne encore une épine dans le pied. Myriam, son épouse infidèle, celle qui refuse le divorce et lui pourrit la réputation. Et c'est là, entre deux gorgées d'alcool, qu'entre en scène Charles-Anthony Bruno. L'homme qui a trop d'argent pour travailler et pas assez d'âme pour dormir. Bruno a une idée tordue. Je tue la vôtre, vous tuez le mien, aucun lien, zéro mobile, le crime parfait. Sur le papier, c'est absurde, mais Highsmith connaît bien le poison du « et si ». Guy écoute, proteste, mais ne s'enfuit pas. Et à cet instant, le pacte est déjà signé. Pas à l'encre, non, à la complicité tacite, celle qu'on scelle dans un regard. Bruno, c'est le démon en costume clair. Un charme trouble, une logique sans remords. Et quand il passe à l'acte, le lecteur ne voit pas un monstre, mais une âme vide qui cherche désespérément à exister. Le meurtre de Myriam, Highsmith le décrit sans grand fracas, mais chaque mot pèse une tonne. Un crime banal, presque tendre, exécuté avec la froideur d'un geste familier. Et à partir de là, Guy n'est plus libre. Bruno a fait le sale boulot et le piège se referme. Il réclame son dû. La vraie horreur ne vient pas du sang, mais de la correspondance qui suit. Des lettres, des coups de fil, des visites.
Bruno ne lâche pas. Il s'insinue dans la vie de Guy comme une ombre qui connaît l'adresse de votre conscience. Le suspense n'est pas dans le qui, mais dans le quand. Quand Guy cédera. Quand il acceptera d'équilibrer la balance en tuant à son tour. Dans ce duel à distance, Highsmith met à nu l'idée même de contamination morale. Le mal passe d'un homme à l'autre comme une maladie honteuse. Et sur ces rails-là, aucun billet de retour. Patricia Highsmith ne raconte pas une enquête, elle en mène une. Pas sur un crime, mais sur la conscience humaine. Elle ne cherche pas à savoir qui a tué, mais jusqu'où chacun peut aller avant de basculer. Dans L'inconnu du Nord Express, le meurtre n'est qu'un prétexte. Ce qui l'intéresse, c'est la contagion. Guy Haynes n'est pas un tueur, du moins pas encore. Mais il a commis la première faute. Il a écouté. Il a laissé Bruno parler, s'infiltrer, distiller son venin. Et à partir de là, la culpabilité s'installe, même sans cadavre sur les bras. Highsmith appuie là où ça fait mal. Il suffit d'imaginer un meurtre pour en devenir complice. Bruno, c'est le miroir sale de Guy, un doppelganger, un double que le hasard a placé face à lui pour lui montrer sa part d'ombre. Ce type n'a pas seulement tué Myriam, il a libéré le monstre endormi dans l'autre. Chaque lettre, chaque appel, chaque rencontre est une piqûre de rappel. Tu me dois quelque chose, Guy. Et la dette, chez Highsmith, se paie toujours en sueur froide et en cauchemar. C'est là que réside le génie de Highsmith. Elle inverse la mécanique du polar. Ici, pas d'inspecteur, pas d'enquêteur au chapeau mou, juste deux hommes pris dans une logique infernale, deux esprits qui se corrompent mutuellement. Le lecteur devient le troisième passager du train, celui qui sait tout, mais ne peut rien faire. Et derrière cette spirale, il y a une idée dérangeante. Bruno aime Guy. Pas l'amour propre des magazines de l'époque, non. Un amour d'obsession, de possession, de fusion malsaine. Highsmith, qui connaissait bien les amours interdites et les refoulements, glisse ce sous-texte comme un couteau sous la nappe. La relation Guy-Bruno devient une danse de mort, une intimité qui tue. Le pacte initial devient une parabole sur la culpabilité. Guy finit par tuer, non pas parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il ne supporte plus d'être l'ombre du meurtrier. Le mal, chez Highsmith, n'est pas une exception, c'est une possibilité, et c'est ça qui fout vraiment la trouille. Pour comprendre L'inconnu du Nord Express, faut revenir à l'époque, 1950. L'Amérique vient de gagner la guerre, mais elle a laissé une partie de son âme dans les ruines d'Europe. Le pays se repeint en pastel. Pavillons identiques, pelouses tondues, sourires forcés. Sous la surface, pourtant, la peur couve. La peur du communisme, la peur de la différence, la peur de soi-même. Highsmith, elle, regarde tout ça depuis un angle mort. Elle écrit à New York, entre deux vers, dans un monde où une femme qui pense trop fait déjà figure d'anomalie. Fille unique d'un couple déchiré, marquée par une mère qu'elle disait capable de lui faire du mal, juste pour voir si ça faisait mal. C'est là que naît sa littérature, dans cette ligne de fracture entre la raison et la folie. L'inconnu du Nord Express sort chez Harper & Brothers. Succès immédiat. Le New Yorker applaudit, le New York Times en parle comme d'un coup de maître. Et déjà, un certain Alfred Hitchcock flaire la bonne affaire. L'année suivante, il en tire un film. Robert Walker en Bruno, Farley Granger en Guy. Même intrigue mais morale nettoyée. Le bon ne tue plus. L'ordre est rétabli. La machine hollywoodienne tourne à plein régime. Highsmith, elle, n'aimera pas ce qu'il a fait de son histoire. Elle dira « Hitchcock a voulu purifier mes personnages. Moi, je voulais les salir un peu plus. » Le code Hayes veille encore. Alors Hitchcock transforme la damnation en suspense, le vice en duel élégant. Mais malgré les concessions, le film reste un chef-d'œuvre d'équilibre et de tension. Les rails croisés, les reflets dans les lunettes, la symétrie des plans, tout respire la dualité, la duplicité, le vertige. Le mal chez Hitchcock a juste mis une cravate propre. Ce que Highsmith a ouvert avec ce roman, c'est une ère nouvelle du roman noir. Fini les détectives et les truands.
Le crime, désormais, c'est l'homme ordinaire. Celui qui dit bonjour à ses voisins et planque ses cauchemars sous un sourire. De là, la lignée est directe. Ripley, Dexter, Walter White, tous enfants de cette même idée. Le mal n'a pas besoin de ruelles sombres. Il s'assoit dans un compartiment, vous tend la main et vous demande ce que vous seriez prêt à faire pour une vie meilleure. Ce roman-là, c'est la naissance du thriller psychologique et la preuve que le monstre ne vient pas toujours du dehors. Parfois, il est déjà assis à côté de vous, le regard tranquille, le billet composté. Alors, qu'est-ce qu'il reste quand le train s'immobilise? Un goût de fer dans la bouche, et cette question qui refuse de descendre, jusqu'où irions-nous, nous aussi, si quelqu'un nous tendait la main pour faire le sale boulot à notre place? Highsmith ne cherche pas à rassurer. Elle ne distribue ni morale ni rédemption. Elle regarde le mal comme un médecin regarde une plaie, sans détour, sans dégoût, mais sans illusion non plus. L'inconnu du Nord Express, c'est un miroir sans cadre. On s'y voit sans phare, et ce n'est pas beau à voir. Guy et Bruno ne sont pas deux personnages, ce sont deux pulsions. Le besoin d'ordre et la tentation du chaos. Et entre les deux, un rail de fer poli sur lequel chacun de nous avance, parfois en équilibre, souvent en déséquilibre. La force du roman, c'est de rappeler que la frontière entre les deux ne tient qu'à un mot, une gorgée, un geste de trop. Au fond, Highsmith ne raconte pas un pacte criminel, elle raconte une contagion, celle de la culpabilité, du désir, de la fascination. Le meurtre devient un langage, une façon de se dire « je t'ai compris ». Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus terrifiant. Ce roman ne se referme jamais vraiment. Il reste là, quelque part dans le compartiment, à attendre que vous croisiez le regard d'un inconnu. Et alors, peut-être, vous repenserez à Bruno et à ce sourire trop insistant. Fin de ligne, mais pas fin de voyage. Voilà, c'était L'inconnu du Nord Express. Premier ticket sans retour, signé Patricia Highsmith. Un roman où les rails du destin se croisent, s'enchevêtrent et finissent toujours par ramener au même point, l'ombre. La semaine prochaine, je quitte les wagons pour la ville. Une grande, nerveuse, étouffée par la fumée et la peur. Une histoire où le crime se faufile entre les immeubles comme un courant d'air, où les honnêtes gens regardent ailleurs pendant que la vérité se planque derrière une plaque de flic. Un film sorti juste après la guerre, tourné dans des rues réelles où les ombres avaient encore des souvenirs de bombes et de sirènes. Une enquête en noir et blanc, sans héros, sans vernis, mais avec cette odeur âcre du réel qui colle aux doigts. Vendredi, dans Bobard sur Bobine, on parlera de ça, d'un film où la ville devient le suspect principal. Je ne vous dis pas son nom. Disons seulement qu'on y marche sans voile, mais pas sans danger. C'était Sam pour Chronique Noire. Partagez, abonnez-vous, restez à l'écoute. Et surtout, ne manquez pas le prochain épisode.